Enregistrement, c'est parti. Du coup, le DNS. Pour y accéder, deux possibilités toujours. Soit clic droit après qu'on ait choisi DNS pour aller gestionnaire de DNS, ou on peut aller dans Outils et on va trouver DNS. Enfin, c'est deux des façons d'y aller. Après, on peut aller dans le menu démarrer, où on va retrouver aussi les outils d'administration, où on retrouve pas mal d'éléments, dont le DNS, DHCP. Une autre possibilité que vous pouvez faire avec ce menu-là, une fois que vous l'avez mis, vous pouvez faire glisser DNS et ça va directement l'épingler à la barre des tâches. Donc ça fait que vous aurez pu après qu'à cliquer sur l'icône qui correspond pour rentrer dans l'élément que vous avez choisi. Là, j'ai pris DNS, mais j'aurais pu mettre DHCP, j'aurais pu mettre les utilisateurs Active Directory. C'est une autre façon aussi d'avoir les éléments sous la main. Et après, vous pouvez faire une console MMC personnalisée avec des fenêtres et des outils à votre guise. Donc voilà. Maintenant, on va aller dans le DNS. Ici, voilà, zone de recherche directe. Et dans la zone de recherche directe, on va trouver celle qui correspond à notre nom de domaine. S'il y avait plusieurs noms de domaine, on trouverait plusieurs zones de recherche directe. Donc, on va aller dedans. Et on voit qu'il y a déjà un autre qui correspond à notre serveur qui a été ajouté automatiquement. Maintenant, tout simplement, je demandais de rajouter deux autres. Donc, je demandais de rajouter l'autre GLPI qui va sur 192.168.0.42 et l'autre Moodle qui pointe aussi à 0.42. C'est pas grave, ça pointe à 0.42. Après, on verra que c'est au niveau du serveur qu'il va falloir faire des adaptations du DNS au niveau du serveur qui héberge le site. Mais là, pour l'instant, c'est juste de prendre l'habitude de comment rentrer dans le DNS. Donc, tout simplement, une fois qu'on est là dans la bonne zone, on fait un clic droit, nouvel hôte A, et ici on va taper GLPI, et en fait directement en dessous on voit qu'il nous affiche le FQDN dont je vous parlais l'autre jour, c'est-à-dire le nom de domaine pleinement qualifié. Et là, c'est peut-être un petit peu petit pour que vous voyez, mais si vous l'avez en face de vous, voyez qu'à la fin, après l'extension, il y a bien le point qui apparaît pour dire que c'est la racine du site. Après, c'est le domaine et après, c'est le nom. Et ensuite, on met l'adresse IP 192.168.0.42. On ne met pas d'enregistrement PTR parce qu'on n'a pas mis de règles pour la recherche inversée. Donc du coup, même si on clique dessus, on va avoir un message d'erreur. Là, je ne demandais pas spécialement de créer une zone de recherche inversée. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre un PTR d'enregistrement automatique. Là, en fait, du coup, ça met un pointeur dans la zone de recherche indirecte qui fait la translation automatique entre l'adresse IP et le nom. La recherche indirecte, c'est quand tu tapes l'adresse IP et qui transforme en nom. Alors que la directe, c'est le contraire. Tu tapes en nom et il transforme en IP. Donc là, il ne ferme pas la fenêtre entre deux, donc on peut rajouter directement Moodle avec son adresse, pareil, 192.0.42. Tout simplement, là, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin que ça au niveau du serveur DNS. Si j'avais effectivement demandé de créer une zone de recherche directe, bah, il aurait fallu en créer une parce que les zones de recherche indirectes, inverses, sont pas automatiquement créées. Là,
c'était pas le cas. Donc, au niveau du DNS, en fait, c'était pas la peine d'aller chercher plus loin. Il y avait juste ça à faire. Donc, du coup, pour le DNS, on est bon. On peut le tester, même si je sais que ça va pas répondre directement. Mais on peut le tester justement avec notre machine Windows 10. Donc du coup, si on reprend notre ipconfig, on voit que le serveur DNS en premier, c'est bien le 25.1. Donc ça veut dire que c'est bien le serveur sur lequel on a fait les entrées DNS qui va tester en premier. Donc pour vérifier que ça renvoie, le serveur sur lequel renvoie, la commande à utiliser c'est ns lookup et le nom du site. Donc on voit bien qu'il passe, même s'il a un problème de renvoi de nom, on voit qu'il est passé par le 25.1 et qu'il a renvoyé le glpi stan.rf, il a bien retrouvé qu'il allait au 0.42. Donc si vous avez ça qui s'affiche avec la bonne adresse, donc c'est ns lookup, je suis en train de grossir, et le site que vous voulez tester. Là, je la rajouterai parce que je suis pas sûr que je l'avais mis dans la liste des commandes CMD. Je crois pas. Ouais, ou je mets peut-être brièvement, j'avais pas fait en détail la fois d'avant. C'est pour être sûr que du coup le DNS renvoie bien sur le bon, se passe bien par quel serveur et renvoie bien la bonne information, que le GLPI corresponde bien à cette adresse-là. Parce que du coup, si ça répond à une autre adresse, ça veut dire que l'adresse était peut-être en dynamique. Et donc du coup, ça permet de retrouver aussi la nouvelle adresse. Parce que du coup, si l'adresse était en dynamique au lieu d'être en statique, le DNS, si on peut taper le nom, lui, le serveur, normalement, est censé avoir mis automatiquement à jour l'adresse IP derrière. Donc ça permet de retrouver la nouvelle adresse. Mais dans l'idéal, un site internet doit être en mode statique. Mais c'est moins une obligation qu'un serveur. Mais dans l'idéal, c'est quand même mieux pour les référencements et tout que l'adresse soit quand même fixe. Après, on peut essayer par exemple .fr. Et là, par contre, quand j'ai essayé de faire google.fr, là, vous voyez qu'il a rajouté un truc supplémentaire. Réponse ne se faisant pas autorité. Ça veut dire que du coup, c'est pas quelque chose où nous, on a la main. On n'est pas autorisé à faire des choses dessus. Il renvoie les informations quand même, par quel serveur DNS il passe pour retrouver ça. Mais c'est pas notre zone où on peut toucher. Mais on voit quand même qu'il a trouvé, il a essayé ça et après ça a renvoyé l'information. Et donc là, on peut aller aussi ici. On va passer le premier démarrage. Tout rejeter. Allez. Donc là, on peut essayer GLPI. Là, quand vous faites aussi, des fois, pour mieux que ça passe un domaine personnalisé, il faut rajouter à la main le HTTP ou HTTPS en fonction.
Et là, c'est passé. L'autre jour, c'est pas passé comme j'avais fait hier. Il va y avoir un truc qui bloquait. Mais là, si j'avais bien fait la configuration, eh ben, je serais arrivé sur GLPI directement. Parce que cette page-là, c'est la page de racine du serveur. Je n'ai pas encore fait les adaptations. Par contre, si je mets le sous-domaine, je me retrouve bien avec ma page d'identification. Le GLPI, après, vous l'installerez vous-même. Ça fait partie des exercices. Hein? Non. Là, c'est un que j'ai déjà sur mon serveur, enfin sur le serveur d'ici, à côté en plus. Parce que ce GLPI-là, il a l'avantage par la suite, c'est qu'il sera accessible de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, quand on sera en distanciel, on pourra quand même accéder à ce GLPI-là, si à un moment on fait des tickets ou quoi. C'est la base, il est quand même beaucoup utilisé parce qu'il a l'avantage d'être gratuit. Hors support, il est gratuit. Après, si tu as besoin d'outils spécifiques pour relier des modules particuliers et tout, là, tu payes le développement de trucs. Ou tu peux payer pour du support pour qu'on te réponde plus rapidement et tout. Tu peux payer. Mais de base, c'est gratuit. On va voir que GP en Oui, parce que de toute façon, après, les autres, le principe de vie d'un ticket est sensiblement la même chose d'un logiciel à l'autre. On va faire aussi ITIL. Ça, on va parler un peu d'ITIL là. Mais bon, là, ça sera plutôt de la vidéo et de la lecture, parce que c'est pas le plus facile à expliquer. Ouais, tranquillement quelques vidéos, parce que ça, c'est le point qui est à expliquer, c'est un peu galère. Mais bon, ça, on y viendra un peu plus tard, c'est prévu, vous inquiétez pas. Mais de toute façon, GLPI, avant même qu'on s'en serve, vous l'aurez déjà installé de plusieurs façons, que ce soit sous du Windows ou sur du Linux plus particulièrement. Parce que du coup, ouais. Mais tu avais bien réglé la passerelle et tout, tu avais bien regéré le private network. Bon, je rejetterai un œil. Oui. Si tu n'as pas Internet sur la deuxième, ça veut dire qu'il y a soit un problème de DNS, tu n'as mis qu'un seul DNS, celui du serveur, et qui ne fait pas de redirection vers un autre DNS. Sinon, c'est pour ça que je disais de rajouter en DNS la passerelle. En plus. Parce que par défaut, la passerelle de VMware, c'est celle qui a les informations DNS vers d'autres DNS extérieurs. Oui, mais il faut que tu les paramètres sur son interface de port. Oui. Sinon, il utilise son propre DNS. C'est-à-dire Oui. que le DNS que nous, on a configuré Mmh. sur, Lui ne reconnaît que les. serveur, Il reconnaît par défaut celui qu'on a créé sur notre serveur, ne reconnaît que les entrées qu'on a rentrées nous. Ben, pour ça qu'après, il faut un deuxième DNS qui soit rentré, soit au niveau directement du DNS dans le DHCP, ou soit dans les redirecteurs du serveur DNS. Les redirecteurs, c'est les serveurs DNS qu'on va servir si ton serveur ne connaît pas l'adresse. D'accord, donc on peut utiliser l'adresse de passerelle uniquement si on a bien mis l'adresse IP DNS dans les paramètres oui. de l'interface. Il faut que dans l'interface de DNS, il faut au moins qu'il y ait le premier qui correspond à notre serveur, mais que les redirecteurs soient bien réglés. Mais après, effectivement, si on met la passerelle en tant que DNS, lui, il va savoir rejoindre l'extérieur. Parce que c'est lui qui a les infos, c'est pour ça qu'on a Internet dès le départ. Si vous laissez le DHCP de VMware activé au départ, quand vous faites un IP config, vous avez bien le serveur DNS qui est le même que la passerelle. Oui, mais parce qu'il utilise son propre serveur DNS. Oui, mais après, la passerelle, même si on est en statique ou qu'on utilise notre propre serveur DHCP, on peut quand même utiliser la passerelle. Et la passerelle, on verra toujours le DNS derrière.
DNS, DNS qu'on peut personnaliser aussi. Ou on peut changer l'adresse IP. Hmm. Condition d'avoir assez de cartes. Non, même pas. Je veux dire, dans les settings de DHCP de VMware, on peut personnaliser des DNS à utiliser. Oui, mais ça, c'est si on réactive le serveur DHCP de VMware. Non, après la passerelle aussi prend en compte ces Oui, mais personnalisé. le serveur DHCP, c'est activé. Si on met dans le DHCP, s'il n'est pas activé, Oui, enfin, dans le DHCP, tu as tout. Oui, ça, enfin, je reprends. Pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donc, pour avoir Internet sur la deuxième machine, il y a deux possibilités. Dans l'idéal, c'est de mettre un deuxième DNS en plus du DNS de notre serveur, c'est-à-dire le 192.168.25.1, dans le DHCP directement, alors que là, tu as dû en mettre qu'un seul. C'est ça, dans le... oui. Ouais. T'as mis que le en DNS, t'as que le 192.168.25.1, c'est ça? Ok. Donc du coup là, il n'a pas d'autres serveurs derrière, donc c'est normal qu'il n'ait pas Internet. Ici, chez moi, il a mis deux adresses IP. Il a mis le 25.1 et puis un autre sur 27. Ouais, j'ai Ouais, 169.54. Ah, là, il t'a mis une adresse APIPA, donc ça, l'adresse APIPA, elle va pas t'aider, non. Ça c'est pas elle qui va te donner Internet. 69. Hmm? Oui, 169 254. Non, mais ça, je pense que ça trouve. Oui, mais je pense que ça, le truc APIPA, il te l'a rajouté tout à l'heure quand tu as essayé de faire ta manœuvre de DHCP sur ton serveur et qui s'est perdu. Donc je pense que là, il l'a rajouté automatiquement. À un moment, quand il s'est perdu, quand tu as essayé de le mettre en DHCP, je pense que du coup, il a essayé de mettre à jour le DNS et du coup, il a rajouté cette adresse-là automatiquement. Mais celle-là ne te donnera pas effectivement Internet. Après, il y a deux possibilités. La plus simple à ce moment-là, c'est celle qu'on va utiliser en général, c'est qu'on va aller dans le serveur DHCP, on va remodifier les options. Les options du serveur DHCP, on va les modifier. Ici. Comme on avait vu tout à l'heure dans l'éditeur d'étendue, on a les options d'étendue. Et dans les serveurs DNS, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, en première ligne, on met notre serveur à nous, qu'on a réalisé. En deuxième, on peut mettre la passerelle ou on peut mettre directement un DNS extérieur. Ça, c'est le plus simple et le plus sûr. Oui. Et c'est l'option serveur DNS. Bah, normalement, il devait être déjà coché. Mais l'option 006, là, elle n'était pas cochée. C'est ça que tu dis, l'option 006 n'était pas cochée encore? Ah oui, donc c'est normal que du coup, ça ne pouvait pas aller sur Internet. Tu mets déjà le 192.168.25.1, ton serveur d'abord. Et après, soit la passerelle, soit directement un DNS extérieur. Par exemple, 4x1, 4x8, 4x9. Au choix. Et après, par contre, il faudra redemander à ta machine de redemander une adresse IP pour récupérer les nouvelles informations. Laquelle? La 25.1. Tu as bien remis ton serveur en statique? Oui. Ouais. Ton serveur AD, tu l'as bien remis en statique. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que du coup, il ne le trouve pas. L'autre option aussi,
c'est d'aller dans DNS, dans le gestionnaire. Et ici, on a les redirecteurs. Les redirecteurs, en fait, ça va correspondre aux serveurs qui vont essayer d'être atteints si jamais le 25.1 ne répond pas à la requête. Donc ici, on peut remettre justement 1.1.1. Oui. T'as quoi? Ouais. IPv4 là. Ouais. Et là, tu mets 192.168.25.1. Ouais. D'accord. Est-ce que t'as pas marqué? Est-ce qu'il n'y a pas dans le dans le serveur local? C'est dans le menu serveur local là. Est-ce qu'au niveau de l'adresse IP, il t'affiche juste l'adresse IP ou il t'affiche autre chose? Oui, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui peut arriver et qu'il faut enlever, décocher une option dans le Virtual Private Network. Là, tu l'as décoché? Bah, essaie de la recocher alors. Oui. 1.1.1, c'est un serveur qui est sur Internet, qui connaît beaucoup d'informations. Un peu c'est un peu comme le serveur 4x8, qui est le serveur DNS de Google. Sauf que dans la théorie, il est censé normalement pomper moins d'informations que le serveur de Google. Après, j'ai pas été regardé s'il y avait vraiment des audits ou quoi qui vérifiaient si c'était le cas. J'ai pas été vérifié jusque-là, mais dans la théorie, le 4x1 et le 4x9 sont théoriquement censés être moins espionnés que celui de Google. Mais après, du coup, si vous mettez des choses dans les redirecteurs, même si vous avez qu'un DNS, normalement, le 25.1, après, s'il voit que ça répond pas, c'est censé passer sur les redirecteurs. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à mettre un redirecteur, à vérifier les redirecteurs et en rajouter. Ou rediriger vers, du coup, un autre serveur d'HTTP que vous auriez fait, qui aurait d'autres informations. Oui, en fonction. Normalement, tu as quelle adresse là, Ici, là? Redirecteur? Non, à gauche, partez à gauche. Ici, là? Dans l'arbre, oui. Oui. Il y a deux serveurs, ça? Oui, parce que là, c'est vraiment notre serveur, et ça devait être une zone qui devait être fait avant. Mais en fait, on retrouve les mêmes choses des deux côtés, hein. C'est la même chose. Il y a une zone, je sais plus pourquoi il y a une différence entre les deux. Mais dans les deux cas, elle va répondre de toute façon. Non, parce que c'est une copie. J'ai l'impression, mais il y en a une qui doit être plus locale. Si jamais on devait quitter le domaine qui reprendrait la main. Parce que comme du coup, un DNS n'est pas obligé d'être sur un serveur AD ou on n'a pas besoin d'avoir un serveur AD pour faire un serveur DNS, je pense que c'est pour ça que du coup, il y a les deux. Il y a celle de base et qui garde en copie et il garde celle qui est dans le domaine. Et si jamais on sortait du domaine, celle-ci serait plus utilisée, mais il aurait quand même encore les informations de l'autre. Oui. Dans le dossier redirecteur? Redirecteur, il n'y a pas de base, il n'y a rien. De base, il n'y a rien. Donc si on veut assurer un petit peu aussi ses arrières, on peut rajouter des redirecteurs en plus. Ici, ça c'est les deux autres qu'on a rajoutés. Mais dans les redirecteurs, c'est dans les redirecteurs là, c'est ça? Ouais. Là, par défaut, ici, c'est vide. La première fois qu'on arrive. Là, c'est moi qui ai rajouté celui-là.
Donc voilà, vous pouvez aussi assurer en mettant des redirecteurs en cas de, si jamais c'est pas trouvé. Euh, t'as bien cliqué sur la racine là, hein. Voilà, ça c'était du coup pour le serveur DNS. La case qui est au-dessus du DHCP. Oui. Et après, tu fais un F5 et normalement, il a remis en multiple. Il a enlevé le multiple. Oui. Mais ça, du coup, c'est aléatoire. C'est pas toujours qu'il va faire le coup. Donc, des fois, vous allez laisser cocher, ça va marcher. Et des fois, ça va pas marcher, il faut décocher. Donc, je sais pas, j'actualise. Oui, si tu actualises, normalement, il devrait te mettre que 192, 168, 25. Hmm. Ah, ça, tu verras quand tu regarderas la vidéo, je l'explique au début. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer au dernier rôle que je demandais. C'était le rôle WDS. Donc, on commence par ajouter le rôle. Donc le rôle, il s'appelle Service de déploiement Windows. Parce que WDS, c'est Windows Deployment Service. Hop, on coche, ça marchera mieux. Donc là, vous acceptez les fonctionnalités qu'il vous demande. Là, vous laissez cocher transport et déploiement. Et là, redémarrer automatiquement si nécessaire, on peut le laisser. On peut le laisser. Alors maintenant, il va vous falloir, comme j'avais expliqué, deux fichiers qui se trouvent dans votre fichier ISO de Windows 10. Donc pour le mettre, il y a deux possibilités pour ramener ces fichiers-là. Soit vous allez dans votre machine physique, vous prenez votre fichier ISO de Windows 10, vous le copiez et vous le collez dans votre serveur. Ça, c'est la première façon, mais qui ne marche encore une fois que si vous avez installé les VMware Tools. Si vous ne les avez pas installés, ça ne pourra pas marcher. La deuxième méthode, c'est d'aller dans le setting de la machine, du serveur. Vous allez dans le CD. Donc dans le CD, pour l'instant, on avait toujours notre ISO de Windows Server qu'on avait laissé. On l'avait pas retiré. Bah maintenant, juste à la place, on va mettre l'ISO de Windows 10 directement dans le lecteur CD à la place. Et du coup, si on va dans ce PC, on voit qu'il nous a bien mis notre Windows 10. On sait que c'est le Windows 10 parce que ça commence par plein de C, par 3C. Ne me demandez pas exactement à quoi correspondent les différents C, je ne sais pas. Mais c'est leur code qu'ils ont indiqué, et quand ça commence par les 3C, c'est que c'est Windows 10. Si ça commence que par des S, ça veut dire que c'est un Windows Server. C'est une façon d'identifier. Voilà. Donc si vous avez mis directement dans le lecteur CD de la machine virtuelle, il apparaît là, c'est bon. Si vous avez utilisé le fichier ISO, il faut faire un double clic avant.
Et pareil, une fois que c'est fait, il va apparaître en tant que nouveau lecteur CD. Donc il faut que ça soit présenté comme ça pour que ça soit bon. Pendant ce temps-là, notre serveur DNS, notre serveur WDS, le rôle s'est installé. Là, il n'y avait rien de particulier pour terminer. Donc, pour y accéder, moi en général, je clique là, je fais un clic droit. Mais vous avez toujours dans Outils, Service de déploiement Windows. Comme ça, vous prenez la façon que vous préférez, ça m'est égal. Voilà. Donc là, il nous met du jaune pour l'instant, parce qu'on n'est pas configuré encore. Donc pour le configurer, on fait un clic droit dessus, configurer le serveur. Là, il rappelle qu'il faut un DHCP sur le réseau, que l'AD c'est pas nécessaire, mais qu'il faut aussi un serveur DNS sur le réseau. Donc ici, il demande soit intégrer à Active Directory, soit un serveur autonome. Ici, étant donné qu'on a mis un rôle AD, on va l'intégrer à l'Active Directory. Mais si par exemple on veut faire juste un serveur WDS, mais qu'on ne veut pas d'Active Directory, le rôle WDS peut fonctionner du coup en mode autonome sans besoin d'Active Directory. Donc ici, il vous demande à quel endroit vous voulez installer. Donc, étant donné qu'on a déjà mis un disque quand on a fait l'entreprise, on va tout simplement changer la lettre et je vais lui laisser son nom de répertoire d'origine. Des fois aussi, on peut l'appeler aussi répertoire WDS. Ça c'est au choix, c'est vous qui voyez, mais dans les bonnes règles de pratique, il faut le changer et pas le laisser sur le disque C. Pour des raisons de performance. Et lui-même vous le dit, il va risque d'y avoir des baisses de performance si jamais on le laisse sur le C. Allez. Donc là, on fera suivant. Donc, comme j'ai ici, on va laisser cocher ne pas écouter sur les ports DHCP et DHCP-V6 et configurer les options pour le service DHCP du proxy, on va le laisser. On n'y touche pas. Ici, c'est là qu'il faut bien faire attention à ne pas se tromper. Bon, si vous êtes trompé, vous pouvez le rectifier, on peut le rectifier après. Mais du coup, là, il faut bien dire de répondre à tous les ordinateurs clients, qu'ils soient connus ou inconnus. Puisque, comme de toute façon, c'est notre première AD, on n'a pas d'ordinateurs qui sont déjà intégrés dans l'AD, donc il n'a pas de client connu. Donc du coup, on fait suivant. Oui. 30 secondes.